caméra. Donc, nous allons avoir l'intervention maintenant de Stéphane Fada, qui est CEO de Startup en IA, consultant en stratégie entrepreneuriale au sein de la Sorbonne Center for AI et intervenant des programmes management et coaching. Est-ce que j'oublie quelque chose, Stéphane? Parce que j'oublie beaucoup de choses. Difficilement Non, mais c'est pour joignable, ça que entrepreneur, serial c'est entrepreneur. pour ça que j'ai mis ma photo, hein. J'ai mis ma photo comme ça, dans mon humilité, ou comme ça vous pourrez me voir et regarder effectivement. Non, mais De voir ce que vous faites. mon grand dada, c'est évidemment, j'étais entrepreneur depuis très 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 longtemps. J'ai vu hein, l'évolution. Alors moi, je suis entrepreneur dans la partie B2B, de la data, de la smart data, de la big data et maintenant aujourd'hui de l'IA. Donc, c'est les sujets vraiment que effectivement j'ai perçus depuis le début, où j'étais même dépassé parfois. Et là, donc dans l'IA, moi je trouve que c'est un sujet intéressant parce que c'est un sujet de société et c'est un vrai sujet de transformation, à la fois en termes de technologie, mais surtout de manière humaine. Comment s'adapter, comment changer et comment effectivement révolutionner, même si vous n'avez même pas utilisé le mot. Mais n'empêche, c'est quand même, ça peut être ça peut être considéré comme une révolution. Euh, Pourquoi on parle de l'IA dans le management? Il y a quelques années, on disait oui, c'est bien d'optimiser avec l'IA, pourquoi pas. Maintenant, et on le voit au niveau des études, Forrester et d'autres, tout le monde parle de oui, oui, on veut transformer les entreprises, oui, oui. Donc il y a 70% de personnes, de dirigeants qui veulent transformer, mais en réalité, il n'y a que 30% qui mettent en place des systèmes de transformation. Donc, il y a quand même un gap aujourd'hui entre le vouloir et le vécu et l'exécution. Donc, c'est là où ça vaut le coup de se parler ce matin parce que c'est là où, entre le vouloir et montrer le chemin, vous en tant que manager, vous en tant que coach, c'est là où le change a toute sa force. On est dans un monde VUCA. J'adore ces mots comme ça fait très savant. On est sur des notions de rapidité, d'accélération, et on est en capacité aujourd'hui de devoir s'adapter. Pour la petite histoire, il y a 3 ans de ça, j'étais à une soirée. Alors, je ne peux pas donner les noms, mais il y avait un dirigeant, un copain qui était dirigeant d'une société du CAC 40. Il y avait un chancelier d'une grande université d'ingénieurs, et il y avait moi. Et on parlait, donc il y avait une autre personne qui me dit, mais alors Stéphane, c'est quoi ta vision de l'IA, etc. Ben, j'ai dit, la vision de l'IA, il y a une vraie transformation. L'IA générative, c'est quelque chose qui va transformer tout ça. L'industriel était plutôt, oui, oui, c'est vrai, mais bon, est-ce que c'est pas du gadget, de la distraction pour mes collaborateurs, c'est compliqué, etc. Et la patronne de l'école dit, oui, mais de toute façon, c'est pour des feignants. Aujourd'hui, c'est juste un effet de mode, et puis de toute façon, c'est pour les paresseux, etc. J'ai commencé à vouloir un peu m'énerver, etc. Et ma femme, comme d'habitude, m'a mis un coup de pied sous la table parce qu'elle m'a dit arrête, ça marchera pas, etc. Donc, pour une fois, je me suis tue et je les ai revus l'année dernière. Et là, le discours n'était plus du tout le même. Oui, c'est vrai, moi j'accompagne la société, j'ai mis copilote de Microsoft, moi à l'université, non, 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 etc. Donc c'est amusant de voir la transformation entre ce qui était à une époque une folie. C'est maintenant, oui, c'était un peu dangereux et maintenant, et bientôt, ce sera évidemment, c'était évident, tout le monde l'avait dit. Donc, tout ça pour dire que, il est important de considérer l'IA pas comme un outil technologique, mais comme un levier et comme un sujet de gouvernance. Euh, il est important aussi, comme ça avait été évoqué, que
la technologie va passer aussi par la transformation humaine. Si vous mettez les meilleurs produits, Microsoft Copilot ou les chats, peu importe, mais si vous n'avez pas réfléchi sur la transformation de vos équipes en, en- genre, en intérêt aussi pour eux, vous avez perdu. Et c'est là où, dans cette transformation, il faut vraiment pas considérer l'IA comme une technologie, il faut considérer l'humain avec la technologie comme une synergie pour transformer la société, son environnement. Est-ce que c'est optionnel aujourd'hui? C'est délicat parce que si je vous dis c'est optionnel, si votre concurrent ou si quelqu'un, un autre coach va le faire, va proposer, et si le service est différent, ça va être compliqué de dire, tiens, c'est moins bien, tiens, je perds des parts de marché. Donc, comme j'aime bien le dire, si tu es sur un marché où tu n'as pas de compétition, où où c'est pas dangereux d'utiliser de la techno, ne te fais pas mal. Mais aujourd'hui, je ne vois pas quel marché ou quelle société qui n'est pas confrontée à ces sujets. Et là, je ne peux pas passer. Voilà. Euh, et c'est là où il faut fondamentalement redéfinir la chaîne de valeur dans les entreprises, même à titre personnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, on doit mieux anticiper, on doit analyser de la donnée, et c'est là la chance aujourd'hui, hein. On a tous hein, des ressentis, des éléments de perception, mais on a aujourd'hui à notre disposition beaucoup de data. Et cette data permet aussi à la fois de comprendre et à la fois aussi de donner effectivement un sens à votre explication pour un manager ou pour un coach, de dire, tiens, moi, c'est pas ma vision dans ma tête, c'est une analyse structurée et digérée qui fait effectivement pourquoi j'arrive à ça. Au niveau de l'optimiser les ressources, c'est que avant, pour lire un rapport, il fallait du temps. Pour agréger des tableaux, il fallait beaucoup plus de temps. Avec l'automatisation et avec les outils, vous êtes en capacité à digérer cette information beaucoup plus vite. Et c'est là où c'est important, ça reste un aide à la décision. C'est que euh, les outils vont vous donner cette digestion. C'est un peu comme la loi de Pareto. Si vous aviez effectivement que 20% de vos clients ou 20% de votre productivité à gérer, il n'y aurait pas besoin de technologie. Mais là, le problème, c'est cette notion de volume. Donc, l'IA va pas vous donner une réponse définitive et digérée. Par contre, grâce à cette notion de données digérées, et d'éléments effectivement contextualisés, vous, vous, effectivement, le cognitif, vous allez prendre les bonnes décisions. Et vous allez recréer des nouveaux modèles d'hyper-personnalisation, de transformation des chaînes. Et bon, après, on pourra prendre des exemples. Mais j'avais un ami là, dernièrement qui m'a appelé, il me dit, ouais, j'ai une équipe commerciale, je ne sais pas comment faire, est-ce que je dois investir dans un CRM, etc. Je dis, mais le sujet, il n'est pas là. C'est quel est ton objectif, comment tu vas atteindre, et comment tu vas atteindre avec étape par étape et avec des éléments précis. Et là, aujourd'hui, l'avantage de la technologie, on peut effectivement l'avoir, c'est qu'à la fois, on peut euh, avoir de la data pour mesurer, avoir des KPI et du ROI et embarquer les équipes dans ce chemin-là, parce qu'on n'est pas sur quelque chose où on a une valeur sûre et on se dit, tiens, ça y est, c'est génial et on va faire comme ça. On va le faire, on va mesurer et on va se réadapter. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur cette synergie entre un moyen de production plus rapide, plus fort et plus puissant avec la technologie, mais vraiment cette notion d'humain qui sera effectivement au cœur de cette approche cognitive. Euh, c'est là où il est important de redéfinir aussi ces organisations dans une chaîne où la data et aussi l'élément crucial, on n'est pas de dire on va dans cette direction-là parce que je vous le dis. C'est bien, mais ça suffit plus. Il faut vraiment que la data soit un élément de preuve. Aujourd'hui, vous avez Amazon en permanence
qui gère, et même Bezos, qui gère la data comme un retour d'expérience. Combien de fois elle est sur mon site, quelle page, etc. Ça nécessite effectivement une lecture approfondie et puis une clarté non masquée. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, tiens, mon client perçoit ça. Il perçoit parce qu'on voit la data, on voit effectivement les choses très concrètes. Donc on sort un peu du déni de la croyance du client et de la perception du client de manière émotionnelle. Donc là, on a la data pour enlever le biais émotionnel. C'est une nouvelle culture parce qu'effectivement, tout le monde dit je ne veux pas utiliser l'IA ou je ne veux pas utiliser ChatGPT, mais à titre personnel ou à titre professionnel, ben, on l'utilise. Donc il faut se réadapter. Il faut, comme l'a dit Mickaël, il y a des nouveaux rôles. Il y a des nouvelles organisations qui se mettent en place. Et c'est pas. Alors, c'est sûr que ça casse un ensemble de travail d'automatisation, mais ça redonne à l'humain une approche très cognitive et très architecte. On le voit au niveau des résultats, et je le vois, et on pourra en parler sur des sociétés où j'ai pu effectivement les accompagner. Redéfinir une chaîne de valeur en optimisant l'intelligence de l'homme à certains niveaux et automatiser à d'autres niveaux. Typiquement, je prends un exemple sur la partie commerciale. Maintenant, pour tout ce qui est téléprospection ou tout ce qui est ciblage, vous avez des outils qui sont extrêmement bien et ça enlève de la pénibilité à l'homme pour effectivement faire des choses où c'était de l'automatisation ou de la répétition. Donc, en réfléchissant différemment, on remet effectivement l'homme sur des tâches plus d'architecte, plus de réflexion. Euh, Ça, c'est effectivement, on pourra en parler, mais aujourd'hui, il y a pas mal de rapports et de vécus que à la fois on gagne évidemment en chiffres de la société, parce qu'on redéfinit les cas précis sur les chaînes étape par étape. Sur la partie commerciale, plus on est effectivement chirurgical et précis, bah, plus on arrive à avoir des éléments de profitabilité. Et puis évidemment, dans la loi Pareto, si vous pouvez faire mieux du travail sur les 100%, bah, vous avez une productivité et du temps libre, mieux. Donc moi, je suis beaucoup, quand on parle effectivement même des semaines de 3 4 jours, si on travaille mieux, on peut libérer du temps pour faire autre chose. Et là, pour conclure, parce qu'après, j'ouvrirai effectivement le flot aux discussions, parce que je pense que, évidemment, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet qui amène des questions. À retenir, c'est que avant tout, c'est un sujet de gouvernance, donc c'est un sujet de culture, c'est un sujet de transformation de la chaîne de production. C'est vraiment une notion aussi de conception. Est-ce que on remet l'homme au cœur du système? Euh, Moi, j'ai des sociétés où j'ai des copains qui me disent, non, non, moi, je veux tout automatiser. Moi, je leur dis, mais c'est une erreur. Et dans ces cas-là, ça sert à rien même qu'on se parle parce que c'est pas du tout l'approche pour moi la plus profitable. C'est pour ça que vous, en tant que manager, vous, en tant que coach, si un client vous dit, non, non, moi, j'y crois pas du tout, moi, je veux le faire à l'ancienne, next, passez à autre chose parce que sinon, la notion de l'éducation ou éduquer son marché, c'est coûteux et souvent très cher. Et cette notion d'exécution, bah, après effectivement cette réflexion de réfléchir organisationnel management, mais comment on exécute dans sa chaîne de production, dans sa chaîne de valeur, que ce soit RH, que ce soit commercial, que ce soit de production, pour derrière automatiser et toujours réévaluer en permanence les cas d'usage. Voilà, en quelques mots, et je pense que ce qui peut être intéressant, c'est évidemment les questions, les interrogations, et je suis là pour éventuellement Oui, répondre. bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Merci à vous. Alors, une question déjà de très pratico-pratique. Est-ce qu'on aura accès à cette présentation? Avec plaisir. Merci. Et deuxième question, enfin, depuis le début du colloque là, ce matin, je me rends compte, alors, je me rends compte que on prend le sujet de façon très technique chez nous.
C'est-à-dire, on rentre par l'outil, donc mise en place de copilote, etc. Et je vois bien que la partie guidance qui a été donc discutée sur l'intervention d'avant et la partie réflexion stratégique avec un comité de direction qui est embarqué et qui sait où il veut aller, on l'a peut-être pas. C'est-à-dire que c'est souvent la direction informatique qui porte le sujet. C'est un peu ce qui se passe chez nous. C'est la direction informatique qui amène le sujet sur la table et donc on rentre par les outils, on rentre par la technique. On rentre par, quand même, on est déjà sur l'aspect, on en a besoin, on sait qu'on va en avoir besoin et que ça va changer des choses, nos métiers, etc. Mais cette dimension où il y a une réflexion en amont, il y a un comité de pilotage, il y a, etc. On l'a pas du tout eu en fait. Donc je me dis, il y a une étape qu'on a complètement zappée en écoutant là ce matin les échanges. Et donc ma question, Stéphane, c'est comment est-ce qu'on amène un comité de direction, enfin un CEO, etc., l'exécutif, à se rendre compte que il faut mener cette réflexion en amont et que c'est pas purement technique, hein, parce que je les sens pas du tout engagés dans cette réflexion-là aujourd'hui. Mhm. Et c'est un bon point. Euh, Dans l'ancien monde, et tous les vendeurs de la technologie vont vous dire, venez, c'est le meilleur produit, etc. On est passé d'un monde de technologie à un monde d'orchestration. On parle beaucoup d'agents IA et d'orchestration d'IA. Donc aujourd'hui, d'avoir une technologie qui fait papa et maman, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, une technologie qui va servir à transformer un travail qui va être orchestré de manière différente, là, on peut réfléchir. Donc, comment concrètement on peut faire? C'est autour de la data, toujours. Et c'est toujours du vécu. C'est de dire, aujourd'hui, si tu mets Salesforce ou n'importe quel CRM en place, ça va te coûter tant. Quel est le ROI associé? Et là, si on fait effectivement une notion de méthodologie euh, avec un coach ou avec effectivement des méthodologies maintenant qui sont éprouvées, de dire, bah, si on met un peu de technologie là, si on met un peu de technologie là, voilà le ROI associé. Donc, il faut toujours revenir au back to basic et de dire que on peut avoir des convictions technologiques, on peut avoir des convictions de dire, mais à la fin, c'est ce qui compte, c'est combien je gagne et combien je dépense et combien je gagne. Et donc cette vision DSI, voilà, ça va coûter tant. Moi, je dis tout le temps, non, combien ça me rapporte? Et ça passe par cette transformation humaine. Merci. Merci Laetitia. Maxime, Oui, merci. Vous m'entendez bien? Ouais, parfaitement. super. Ouais, super. Merci Stéphane. Moi, je voulais te poser une question qui est à la fois, c'est une interrogation de ma part et je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. C'est que finalement, l'accélération, l'innovation, elle est tellement forte, tellement rapide et on a probablement tellement jamais vu ça. Moi, une question que je me pose, c'est comment tu peux arriver aujourd'hui à créer une boîte dans l'IA? Et alors, moi, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Alors même que le rythme du changement est tellement rapide que comment tu arrives à monter un produit aujourd'hui en te disant que potentiellement dans 6 mois, il aura encore une valeur, tu vois? Heu, Ça me paraît, un peu insurmontable comme problématique. Voilà, donc Non, mais c'est un bon point. Alors, je vais te répondre à titre personnel. C'est pour ça que je suis plus CEO. Et c'est pour ça que je veux plus créer de boîte directement. Je veux plus porter une boîte. C'est pour ça que maintenant, mon notion de stratégique, advisor, parce que je connais effectivement, pourquoi je connais? Parce que je me suis tellement planté que derrière, je connais ce qu'il faut faire. Mais avoir l'énergie de se retransformer tous les jours et de se dire, alors moi je le fais pour, comment dire, conseiller et aider, mais ma limite, c'est qu'aujourd'hui, de se réadapter en permanence et de réadapter les équipes en permanence, ouais, il faut être mmh. costaud. Donc, à titre personnel, je considère que je sais plus complètement faire ça. Voilà. Et donc, oui, oui, ça nécessite une qualité de visionnaire, d'amener les hommes à un endroit et de considérer que tous les jours, ce qu'on se dit demain peut être différent. Donc, c'est se réadapter
et changer effectivement. Alors, moi, je le dis tout le temps, je joue ma ceinture tous les jours, mais là, c'est plus tous les jours, c'est toutes les heures. Ouais, ouais. Donc, non, désolé, j'ai pas de réponse. Non, non, enfin, ça me rassure parce que tu sembles partager, ce que je ressens et en même temps ça m'inquiète parce que tu confirmes, quoi. Ouais, ouais, Ouais. mais déjà d'être CEO, c'était toujours difficile, mais là, le CEO des temps modernes, Mmh. il faut une médaille, hein. Mais c'est, mais c'est, mais n'empêche que c'est hyper excitant parce qu'on est dans un monde de transformation où aujourd'hui on peut faire des choses incroyables, choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Je vais pas dire place aux jeunes, mais il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'humilité. Alors, comme je l'ai pas l'humilité, donc c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, il faut tout à la fois et il faut avoir digéré le passé pour encore mieux comprendre le futur. Mmh mh. Merci Stéphane. Cécile, vous voulez poser votre question? Oui, bonjour à tous et merci Bonjour. pour ces échanges très, très intéressants. À l'instant, on parlait d'accélération et effectivement, tout allait très vite. Et moi, je m'interroge sur, parce que forcément, effectivement, vous l'évoquiez, cela impacte les métiers, voire pour certains métiers vont disparaître. Et moi, je m'interroge sur la capacité de tout le monde de pouvoir s'adapter aussi rapidement à toutes ces évolutions. Et du coup, forcément, sur le fait que certains n'y arriveront pas, et même un certain nombre. Du coup, moi, je m'interroge sur ce que vont devenir toutes ces personnes qui ne pourront pas s'adapter, qui ne pourront pas s'adapter, et quelles solutions leur apporter, quelle place leur apporter dans la société de travail. Hein, donc, je ne Mm. sais pas si vous avez cette réflexion-là, mais parce que moi, je suis confrontée, j'interviens beaucoup sur les sujets de l'emploi, et notamment autour de l'emploi des seniors en particulier. Je ne veux pas stéréotyper, parce que la preuve, on est tous un senior un jour, mais c'est vrai que l'apprentissage cognitif, c'est un fait. Hein. Plus on avance en l'âge, je dirais dans la majorité des cas, plus la capacité à apprendre nécessite plus de temps. Donc voilà, je m'interroge sur l'impact sur les personnes. Non, mais c'est un très bon point. Moi, je me la pose tous les jours, hein. C'est pour ça que je ne me vois pas aujourd'hui être le CEO des temps modernes. Parce que j'ai peut-être plus l'âge ou j'ai peut-être plus l'énergie nécessaire pour arriver à cette transformation de demain. C'est comme ça. Et on le voit aux États-Unis, parce que je suis beaucoup aux États-Unis, j'ai beaucoup d'investissements aux États-Unis. C'est une catastrophe, hein. La- un ensemble de gens qui se retrouvent sur le carreau, c'est assez dur. Alors, l'avantage chez les anglo-saxons, c'est que ils essayent de se réadapter assez rapidement. Chose que nous, on a du mal à se réadapter parce qu'on est dans une notion, comme on a un niveau social et de protection, donc le temps, effectivement, que les choses bougent, c'est plus compliqué. Je dis pas que c'est bien ou mal, mais en tout cas, c'est plus compliqué. N'empêche qu'à la fin de la journée, il y a des gens qui seront sur le carreau. C'est évident. Il y aura plus de gens pas sur le carreau, parce qu'il y a de plus en plus besoin d'architectes, de créateurs, mais il y aura des gens sur le carreau. Et moi, à titre personnel, c'est là où je pense qu'on ne peut pas laisser de côté, effectivement, ces personnes-là. Mais oui, il y aura des gens il faut expliquer, éduquer, et c'est pour ça que la transformation de l'éducation de bout en bout doit se passer genre, à ce niveau-là. Mais ma vision, oui, malheureusement, il y a des gens, mais comme dans toute révolution, hein, il y a des gens qui se retrouvent effectivement pas adaptés. J'avais une question, oui Stéphane, sur les biais. Je m'interroge beaucoup sur les biais. En fait, je suis sortie du master Dauphine CRISIP il y a 2 ans. J'ai découvert tous les biais cognitifs. Là, je vois qu'on parle de l'IA, mais sans mentionner les biais qui se retrouvent aussi sur cet outil. Tout à l'heure, vous disiez l'IA reste une aide à la décision. Elle ne donne pas une réponse définitive et c'est l'humain qui prendra les bonnes décisions. Mais moi, je m'interroge sur les bonnes décisions, sur toutes ces personnes qui vont nourrir l'outil de données et de leurs préjugés, de leurs biais. Et moi, je m'interroge des utilisateurs en fait finaux. Je suis retournée dans une entreprise où j'ai découvert les biais me sautaient aux yeux systématiquement. Et moi, je m'interroge voilà, des utilisateurs, de ce que va produire
l'IA avec ses biais et du temps nécessaire finalement à ceux qui sont dans la guidance, dans la formation, dans le coaching, d'aller traquer aussi ces biais dans les éléments de réponse fournis par l'IA. Et j'aurais aimé avoir Oui, votre point de vue sur ça. et c'est un bon point. C'est pour ça qu'il y a souvent une erreur perçue. On attend une IA, et l'IA générative, c'est une IA déterministe. Donc, il faut trouver une solution, trouver une réponse. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'aide à la décision, c'est que l'IA va pas vous donner une réponse, va donner un contexte de décision. Et donc, c'est pour ça que on est sur un biais on est sur un biais, et ça ne sera pas une réponse. Par contre, comme c'est une aide à la décision, l'homme est au cœur de la réflexion. C'est un peu comme si vous prenez, même aujourd'hui, chez les avocats, on dit, tiens, aujourd'hui, l'IA va remplacer l'avocat. Ben non, parce que l'IA va vous aider à répondre à des jurisprudences, etc. Mais à un moment donné, c'est l'humain qui va prendre effectivement la meilleure des décisions associées à tout ce qu'il a pu voir, ou même aux erreurs que l'IA a mis en place. Donc, si effectivement l'utilisateur attend la solution déterministe, miraculeuse et la réponse exacte, bah non, l'IA ne va pas le faire. Donc, c'est important de remettre effectivement la décision au cœur de l'humain et d'avoir effectivement cette notion de bras armé, hein, d'assistant. C'est un peu comme si effectivement vous êtes dans un management et vous dites c'est à l'assistant de répondre aux clients et de ne pas effectivement superviser cette approche-là. Ben, c'est pareil pour l'assistant technologique. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question, mais Oui, tout à fait. Mais du coup, je m'interrogeais sur ce gros besoin d'accompagnement et de formation sur les biais ouais, en ouais, entreprise ouais, qui est ouais, nécessaire, enfin, ouais, ouais, voilà, et ouais, dont on a moins parlé. On parlait de ouais, formation, mais ouais. en étant Ah non, non, mais c'est généraliste. le Mais change, mais même au-delà de l'entreprise, c'est au niveau sociétal. oui, tout à Aujourd'hui, fait. on est encore une fois, la technologie de l'IA générative, elle est déterministe. Donc, il faut que la machine donne une réponse. Mais non, parfois, il n'y a pas de réponse. Et reposer la même question, et parfois, la réponse est différente. Mais Ouais. c'est pas grave. Au contraire, c'est une aide à la décision. Est-ce que c'est Merci Stéphane. Merci. Xavier? Oui, merci. Alors, j'ai une connexion de mauvaise qualité. J'espère que je pourrai aller au bout de ma question et de la réponse. Euh, Bonjour Stéphane. Bonjour Xavier. Tu parlais d'éducation tout à l'heure. J'ai une question assez naïve sur comme on est tous plus ou moins loin de nos études supérieures. Est-ce que tu as connaissance, que ce soit à Dauphine ou ailleurs, hein, c'est pas uniquement Dauphine, est-ce que l'IA n'est plus qu'une matière, mais est disséminée un petit peu dans tous les cursus, de manière à ce que les générations montantes que l'on voit arriver aujourd'hui n'aient pas la seule expérience perso de ChatGPT pour faire un rapport de stage, mais que ça soit vraiment intégré dans leur mode de fonctionnement. Alors, moi, je suis agréablement surpris de voir l'évolution même de professeurs autour de l'IA. Chose qui, il y a un an ou 2 ans, c'était pour les feignants. Mais moi, je leur répondais, la calculatrice, c'était pour les feignants. Et on s'est réadapté par rapport aux technologies. Maintenant, en tout cas, ma vue personnelle, c'est que si on ne les réintègre pas de manière intelligente, bah, il y a cette notion un peu de hacking et les gens vont l'utiliser à titre personnel. Et ça, c'est pour moi une erreur parce que là, on revient sur le biais déterministe et c'est une erreur. Donc, il faut réintégrer, comme on réintègre dans un processus métier, l'éducation comme la calculatrice pour faire mais c'est un bon point. La calculatrice, il faut quand même si ça va vous aider à faire plus de réponses en volume, mais il faut quand même savoir calculer. Et c'est pareil pour l'IA générative. On peut l'utiliser, mais il faut savoir quand même réfléchir. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, à ta question, Xavier. Après, moi, je me renseignerai aussi de mon côté. Non, mais c'est dans les programmes des écoles, tout ça. Alors, Est-ce que c'est attends, pas qu'une seule matière, en fait? C'est ça non, 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 qui non, pourrait c'est faire plus. peur. Alors, j'ai pas la connaissance approfondie sur le sujet, mais dans mon vécu, hein,
je vois maintenant de plus en plus de professeurs d'université intégrant l'IA dans leur chemin. Maintenant, est-ce que les organisations se transforment complètement? C'est encore un peu plus long. Mais les hommes et femmes se réorganisent à travers leur métier. Merci. Non, moi, je voulais savoir, c'est quand même récent, mais est-ce qu'on a une idée du coût de la enfin, pas la mise en place, mais de l'utilisation de l'IA au sein d'une entreprise, PME ou pas? Parce que il y a quand même pas mal de situations qui sont créées par cette utilisation, c'est-à-dire qu'on parle de postes remplacés, bon, on parle de nouveaux postes à créer. Donc, ça a toujours un coût dans une entreprise. Dès qu'on bouge quelque chose, dès qu'on transforme, il y a toujours un coût derrière. Est-ce qu'on en a une idée ou pas? Alors, c'est là où, pour moi, c'est mon, comment dire, c'est mon dada. J'aime pas raisonner en termes de coût. J'aime raisonner en termes de ROI. Un business case, Oui, oui, oui. c'est effectivement, oui, mais c'est important parce que beaucoup d'organisations et beaucoup de gens réfléchissent comme combien ça coûte. En réalité, si à la fin de la journée, combien ça coûte, il faut surtout pas le faire. C'est combien ça rapporte. Oui, Et ça rapporte à la fois humain, de manière humaine. Je prends les RH. Si on utilise la technologie pour mieux guider les équipes en interne et gagner effectivement en skill, là, c'est un profit. Si c'est juste pour automatiser et on ne voit pas effectivement le bénéfice, ça ne sert à rien. Donc, à chaque fois, il faut se poser la question, je fais quelque chose, je fais une transformation, euh, et ça me rapporte quoi? Donc, aujourd'hui, alors, il y a beaucoup d'organisations qui changent, hein, et en l'occurrence même des grosses organisations comme Sanofi, comme Michelin, qui utilisent maintenant des copilotes de Microsoft ou d'autres. Mais c'est le début, parce que tous ces systèmes-là sont intéressants, mais avant tout, et c'est là où je pense que l'accompagnement est important, et les méthodologies sont importantes. C'est bien d'avoir une technologie un peu complète mais comment on fait du change organisationnel et comment on fait un modèle de business case. C'est-à-dire que si je le fais, ça me rapporte combien à titre personnel, à titre collectif et pour la société. oui, je suis d'accord. Mais justement, est-ce qu'on a une idée de ça? Peut-être pas vraiment Alors, encore. ça dépend. Ça dépend des organisations. Je prends une organisation, j'essaie de trouver un cas concret. Euh, un copain qui a remis effectivement le système RH avec l'automatisation. Au début, l'équipe RH, c'est une organisation assez grosse, hein. L'équipe RH a dit, oh là là, on va perdre, genre, c'est des emplois en moins, c'est une catastrophe, etc. Il y a eu des groupes de transformation pour dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Vous, dans votre métier, qu'est-ce qui manque? C'est quoi votre frustration? Et la frustration était, nous, aujourd'hui, on a du mal à suivre nos collaborateurs et à voir les potentiels. Et ça, c'est frustrant. OK. Donc ça, c'est un business case. C'est frustrant parce que je vois pas, et en plus, j'ai un turnover parce que en plus, comme les équipes sont frustrées, voilà. Ça, c'est frustrant. Et là, on a redéfini donc une chaîne pour dire la data, la notion des chatbots, etc., vont euh, mieux comprendre le potentiel de chacun et se réadapter par rapport à ça. Donc, la finalité, c'est qu'on a gagné du turnover, genre on a diminué le turnover et on a fait évoluer plus de gens en interne. Donc, satisfaction du management parce que c'est un coût intéressant, satisfaction des équipes et satisfaction des personnes, effectivement, des collaborateurs. C'est à chaque fois comme ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de cas miracle. Je pourrais vous dire, il faut faire ci, il faut faire ça, mais il faut le faire dans son contexte personnel. Il n'y a pas la boîte magique. Il y a la méthodologie, mais il n'y a pas la boîte magique. Ce qui est possible dans une boîte n'est pas forcément possible dans une autre. Ah oui, oui, c'est certain. Mais je veux dire, on n'a pas de.
Alors, à contrario, on n'a pas d'exemple peut-être où ça a été une perte à l'utilisation de l'IA, je veux dire, où l'entreprise s'est retrouvée en difficulté parce qu'elle voulait utiliser cette méthode. Alors, tous les jours, alors presque il y a plus de pertes que de gains. C'est-à-dire que parce que pourquoi? Mais ça, il y a une prise de conscience, c'est que les gens disent la technologie va faire papa et maman, et donc on va gagner tant, on va même licencier des gens, etc. Ça, c'est une erreur. Ah oui, On ne oui, réfléchit d'accord. pas dans son contexte business case. Donc oui, le chemin de l'erreur, c'est de réfléchir technologie et point. Non, Oui, mais ça, il ok, faut bon. réfléchir transformation. Et oui, c'est coûteux. C'est coûteux en humain, c'est coûteux effectivement de se remettre des questions. Mais ça, c'est l'échec, c'est effectivement, il y en a tous les jours parce qu'on considère que la technologie va faire tout. Oui, c'est parce qu'on ne l'a pas abordé finalement en réfléchissant à ce à quoi elle sert, quoi. Ouais, Donc, la transformation. Et surtout, à la fin mais encore une fois, c'est mon côté américain, à la fin de la journée, c'est quoi le gain? Si on se fait mal, ça sert à quoi? À titre humain, à titre organisationnel, à titre management, ça sert à quoi? Si on répond pas à ces questions, mais surtout ne le faites pas. oui, bien sûr. Ok, oui, c'est sûr. Je pense qu'on peut donner la parole à Sylvain. Posez votre question, Sylvain, si vous en Ouais, êtes j'ai d'accord. vérifié si mon micro est ouvert, hein, je Oui, Ah Sylvain, oui, c'est absolument, parfait. il était ouvert, mais on n'entendait pas Oui, moi, de je voulais juste bruit de répondre fond. à tout ce qui a été dit. Euh, En fait, tout à l'heure, dans la première intervention, on parlait de l'humain, de l'IA ou de l'association humain plus IA. Moi, je suis intervenant en école de commerce à Lyon. Je suis coach. Et en fait, la question que je pose, c'est n'est-il pas indispensable, même si de redéfinir sa proposition de valeur? C'est-à-dire que moi, en tant qu'intervenant, je me rends compte qu'en fait, les étudiants, ils attendent plus du contenu, ils attendent autre chose, ils attendent de l'interaction, ils attendent de la démonstration de chemin de vie. Et je me rends compte qu'en fait, moi, j'utilise l'IA pour construire quelques PowerPoint en 5, 6, 7, 8 slides maximum sur des thématiques différentes. Et je vais venir animer les cours. Donc, en fait, nécessairement, je crois qu'aujourd'hui, quelles que soient les fonctions que l'on a, il va falloir se poser la question de la redéfinition de notre proposition de valeur dans la fonction qu'on a ou dans les nouvelles fonctions, parce qu'autrement, on sera vite dépassé. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudra peut-être plus accentuer les softs, l'interaction, les chemins de vie, les expériences, que le contenu, parce que le contenu, sur l'IA, tout le monde a le contenu. Enfin, je fais ce stage-là ou cette expérience-là pour voilà, générer une interaction. Enfin, je sais pas Non, ce que mais vous en pensez. Sylvain, c'est un très bon point. Et, euh, et c'est tellement évident que, que je comprends même pas comment effectivement on pourrait imaginer différemment. Oui, on est dans un monde de transformation. C'est un peu, quand tu parles effectivement d'éducation, à une époque, Internet, quand Internet n'existait pas, tu avais l'encyclopédie et le sachant, c'était le professeur ou le livre, etc. Maintenant, on va n'importe où. Il y a quelques années, on allait sur Internet, on disait, oui, mais là, tu dis des conneries. Maintenant, on va sur ChatGPT et on a effectivement une vérification plus importante et plus rapide. Et c'est là où je ne dis pas c'est un bien ou un mal, c'est comme ça. Bah, on est passé du vinyle au CD, on est passé à la digitalisation, c'est comme ça. Le bien, c'est que ça permet aussi à donner encore plus d'intelligence et de puissance à nos propos. Euh, je prends l'exemple précis de ma présentation de mes slides. Moi, je suis pas naturellement, j'avais toujours des équipes qui me faisaient mes slides, etc. Et j'étais toujours un peu déçu, donc j'ai beaucoup d'interactions. Là, j'ai fait ma présentation ce matin en un quart d'heure. Gamma. Voilà. Et voilà, j'ai voulu le faire sur Gamma, j'ai fait sur Gamma, mais après, je l'ai transformé sur PowerPoint. Bon, j'ai perdu un peu de temps parce que je voulais pas, comment dire, que ce soit, voilà, je ne voulais pas montrer l'automatisation complète, même si effectivement je l'assume complètement, mais voilà, je voulais effectivement, mais n'empêche que j'ai gagné du temps et du temps cerveau pour réfléchir à ce que j'allais dire. Donc oui, il faut redéfinir sa chaîne de valeur et sa proposition de valeur à travers la technologie. Et ça fait mal. Ouais, ça fait très mal. Juste un dernier point, enfin, le danger quand même sur les jeunes générations,
en master, tout ça, c'est qu'en fait, ils ont instinctivement le besoin d'aller sur ChatGPT ou autre IA pour construire le contenu et ils réfléchissent même plus à la question. Enfin, moi, je le vois, les jeunes générations. Alors nous, moi, je vais parler de moi avec un cas, on a un peu plus peut-être appris à réfléchir, mais là, ceux qui arrivent, tout ce que je vois, c'est qu'ils vont directement sur le truc pour le contenu et ils ne réfléchissent même plus. Hein. Donc, enfin, il y a quand même. Non, mais tu vois, derrière. Sylvain, mais c'est complètement vrai. Mais moi, je le vois dans les entreprises. Les gens qui utilisent même ChatGPT pour répondre aux emails de manière automatique, mais ça se voit trop vite. Et donc, ils perdent toute crédibilité. Donc, la sanction, c'est aussi le résultat. Si tu l'utilises comme un biais déterministe, bah, tu passes pour un con. Et dans les emails, etc., c'est trop bien maintenant. Tu vois, c'est toujours la même phrase. Et là, tu dis, mais attends, et moi, même à titre personnel, quand je reçois une candidature ou quand je vois le truc, je dis, mais je ne veux même pas prendre le temps de répondre. Donc, la sanction, elle est toujours humaine. C'est que, bien sûr que les gens peuvent choisir la voie feignante, mais le succès, il est loin, il sera loin pour eux. Le chemin sera loin. Comme dirait Coluche, pour eux, ça sera encore plus difficile. Est-ce que c'est bon pour vous, Sylvain? Oui, parfait. Merci beaucoup. Véronique? Question parce que depuis ce matin, en fait, Stéphane et Mickaël ont beaucoup parlé du fait que l'IA allait remplacer des tâches à faible valeur ajoutée et que ça allait permettre justement que les équipes puissent développer justement plus de valeur ajoutée. Alors, moi, je travaille dans des services comptables, dans des grands groupes où il y a 15 ans, on nous a expliqué qu'on allait transférer des activités à faible valeur ajoutée dans des pays qui coûtaient un peu moins cher. Et pour justement que les équipes en local fassent des activités à plus forte valeur ajoutée. C'est pas ce qui s'est passé en réalité, puisqu'en fait, en fait, quand c'est carré, ça fonctionne bien, mais quand il faut rentrer un carré dans un rond, en fait, les équipes, elles savent pas faire. Et donc, j'ai envie de dire, le bullshit, il revient au niveau des équipes locales qui ont au moins ce sentiment, du coup, de faire des activités à forte valeur ajoutée. Et du coup, je suis là à me dire, OK, alors en fait, l'IA, qu'est-ce que ça va apporter vraiment dans l'entreprise si on m'explique que ça va être différent, que ce soit des collaborateurs qui soient dans un pays avec des salaires moins élevés qu'en France. Bon, ok, ça va être fait par l'ordinateur, mais ça va être quoi la vraie valeur ajoutée? Je suis peut-être un peu provocatrice, j'imagine que c'est Non, plus mais fort que Véronique, ça, mais ça me parle parce que je me dis, mais j'entends le même discours que ce que j'ai entendu il y a 15 non, ans. mais Véronique, moi je l'ai vécu. Hein, j'avais mis des équipes en Inde. C'était une catastrophe. Et ça m'amusait beaucoup parce que tout le monde a cherché l'aide. C'est toujours pareil, hein, que ce soit effectivement la délocalisation et que ce soit l'IA. Tu as une première vision où c'est l'Eldorado. Bon, on va gagner beaucoup d'argent, on va virer beaucoup de gens, on va effectivement, etc. Mais c'est comme, genre, le problème du prisme, c'est à la fin de la journée, c'est quoi ma profitabilité? Si tu délocalises en Inde et que derrière, le résultat, la qualité est complètement insatisfaisant, tu n'as rien gagné à la fin de la journée. Si tu utilises l'IA pour tout automatiser et que tu considères que bah, l'humain est moins important dans la chaîne de valeur de KPI, tu n'as rien gagné. Donc, pour moi, ce n'est pas une notion de délocalisation ou de technologie, c'est une notion de change et à la fin de la journée, de ce que tu as rapporté. Il y a des chaînes de valeur où on ne pourra pas automatiser. Tu vois, au niveau du commercial, le closing, on sait très bien qu'on ne pourra pas le remplacer et même avoir des call centers dans des différents pays, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas parce qu'effectivement, il faut le réfléchir en efficacité, mais pas en remède miracle. Et que ce soit effectivement la délocalisation dans des pays à des faibles coûts, ou que ce soit, etc., ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment je travaille mieux avec les outils d'aujourd'hui, mais que ça soit effectivement une meilleure valeur. J'ai répondu un peu à ta question ou pas? Je pense que ça répond à ma question. Après,
Je suis totalement d'accord sur le fait qu'il faut réfléchir en termes d'efficacité et réfléchir en termes de ce que ça va apporter, et que certainement que l'intelligence artificielle va pouvoir aider. Après, dans le quotidien des grands groupes, je pense qu'ils pensent plus gain de coût, Ouais, parfois que efficacité opérationnelle. ouais, Voilà. c'est vrai. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que, et tu le vois aux États-Unis, euh, la, le grand, genre, la grande crainte hein, des grands, déjà de la Silicon Valley, des startups, c'est que même si tu es grand, tu peux perdre du jour au lendemain tous tes acquis. Et je pense qu'aujourd'hui, même les grands industriels, et on le voit, hein, peuvent perdre assez rapidement leurs acquis. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça redistribue un peu les cartes. C'est que rien n'est acquis dans ce nouveau monde. Donc oui, il y a des gens qui ne se rendent pas compte, qui ne voient pas. Et là, tant pis pour eux. Voilà, moi j'en ai marre de me prendre des coups sous la table. Et je considère que tant pis pour eux. Ok, on arrive à la fin de votre intervention. Je pense qu'on peut peut-être prendre les questions d'Isabelle et Stéphanie avant de s'arrêter pour la pause déjeuner. Stéphanie, changement d'avis? Après, Ah non, c'est bon, c'est bon. Adèle, après, on peut bouger, genre, on peut, s'il y a encore Avancer des encore un questions. petit peu. Ouais, Ouais. ok. Ok, Alors, merci. d'abord Isabelle, je suis désolée, Ah, Stéphanie, pardon. elle avait levé la main d'abord. Pas de souci. Mais je te la donne juste après. Merci Adèle. Stéphane, je me posais une question. On a dit tout à l'heure, l'IA finalement est un sujet de gouvernance. Moi, je suis dans des comités stratégiques et des conseils d'administration de PME et je m'interroge sur la manière de mettre en œuvre la réflexion parce que souvent la compétitivité peut être en jeu ou l'approche concurrentielle si on n'adhère pas à l'IA. Je me posais la question si on avait une page blanche de comment prendre la réflexion. Est-ce qu'on la prend par rapport à la data existante? Est-ce qu'on la prend par rapport à la chaîne de valeur de l'entreprise? Est-ce qu'on la prend par rapport aux facteurs humains et aux missions de chacun et la manière dont l'IA pourrait intervenir? Voilà, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à Ouais. un administrateur qui doit avoir ce rôle de challenger l'entreprise? Alors clairement, on passe pas, tu vois, la data ou la technologie, c'est vraiment la dernière roue du carrosse. Pour moi, on doit effectivement réfléchir quelle est notre, quelles sont nos valeurs aussi en termes de société, où on veut aller. Qu'est-ce qu'on veut faire? Parce qu'on peut dire, OK, on veut de la croissance, mais on veut une croissance mesurée avec des équipes stables. Donc, si au lieu de faire 25% de croissance, si on fait 15, bah ça me suffit parce que je veux garder les équilibres. Donc, il faut vraiment revenir sur l'objectif et redéfinir la chaîne de valeur. Et ensuite, effectivement, on se dit comment on va y arriver. Et tout ça, pour moi, si on parle d'une feuille blanche, c'est on réfléchit vraiment business case. On construit, on voit effectivement les gains et on analyse en permanence les notions de KPI et on recorrige la feuille de route. Mais moi, je crois beaucoup dans le change à cette notion de preuve. On ne peut pas changer les équipes si on ne montre pas les preuves. On ne peut pas dire, tiens, on va faire ça, on va faire tout ça. Et surtout, en plus, pour des PME qui n'ont pas forcément de l'argent, c'est de dire, voilà, on va aller par petits pas, on va voir les résultats. S'il n'y a pas de résultat, ça ne sert à rien, on va jeter parce que ça ne sert à rien de dépenser de l'argent ou de casser toute la dynamique. Donc vraiment, pour moi, ma recommandation, c'est d'aller par petits pas et d'être humble dans la démarche. De dire, on va normalement, ça va normalement marcher, mais on va quand même analyser en permanence. Ok. Et si on voit que les concurrents, par exemple, utilisent l'IA pour des process d'innovation qui font gagner énormément de temps, etc., c'est souvent un peu ça qui va générer Oui, la oui, tendance. oui, 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 oui. Pour moi, le seul déclencheur pour une PME, on peut être très philosophique, hein, dire oui, on va s'adapter, mais c'est la concurrence. Hein. Si tu es sur un truc où tu as un monopole, ok, tu peux être très intelligent et faire de la philosophie, dire je vais changer mes équipes. Franchement, c'est pas la peine. Par contre, si tu as une concurrence qui est féroce et que tu perds du marché parce que t'es pas innovant, ouais, là, fais-toi mal pour changer. Ouais. Super, merci beaucoup. Stéphanie? Merci. En fait, je vais aussi un peu aboutir ma réflexion autour de l'IA, notamment on parle de ROI, retour sur investissement, gestion des coûts, etc. Donc c'est un peu aussi pour reprendre les propos de Véronique,
Dans une fonction RH, par exemple, l'expérience utilisateur, l'expérience salariée, le collaboratif deviennent vraiment centre au niveau de nos politiques et de nos stratégies. Donc, je prends juste un petit exemple sur du recrutement, par exemple, des recrutements volumiques. Les entreprises sont tentées d'utiliser des bots pour faire de la présélection de candidats. Et là-dedans, l'expérience candidat, la marque employeur, etc., donc quelque part la popularité de l'entreprise et son attractivité sont fortement impactées aussi par cela. Donc quelque part, il faut aussi être, je pense, vigilant autour du ROI et versus l'expérience utilisateur à proprement dit, en fait. Oui, mais c'est un bon point, Stéphanie. C'est que le ROI, et c'est vrai que pour ceux qui suivent mes cours, ça fait toujours peur, cette partie KPI ROI. Il ne faut pas le considérer comme un gain financier. Il faut le considérer comme un gain de productivité et un gain à la fin de journée sociétal. Si c'est pour même un gain, ça peut être aussi mes salariés sont plus heureux, etc. Donc c'est un gain. Et souvent, aujourd'hui, on raisonne technologie. Oh, on va mettre un chatbot pour faire ça ou pour faire ça. Mais c'est quoi à la fin de la journée? C'est quoi la chaîne? Si derrière, vous faites un chatbot et que vous perdez tout le monde, bah, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment raisonner, pas technologie pour dire, tiens, on va faire ça. C'est de dire, si on fait ça, ça et ça et ça dans cette chaîne, voilà le résultat. Donc, il faut toujours réfléchir dans la combinaison et dans l'objectif. Oui, je suis d'accord, mais c'est vrai que le changement est tellement rapide, tellement important que quelque part, on n'anticipe pas forcément les conséquences tout de suite hein, d'une technologie qu'on va utiliser. Donc, comment faire dans cette incertitude pour définir justement Les petits pas, Stéphanie, les tout petits pas. Aller vraiment de manière très pragmatique. La révolution passe par des tout petits pas. Pour moi, c'est vraiment cette notion et ça c'est déterminant, de dire on essaye, on avance, on évalue et on recommence. Et on se réadapte. Il y a plein de cas comme ça, hein, de cas d'école où, comment dire, évidemment, il n'est pas la mode, mais Musk, à un moment, Tesla avait tout automatisé les chaînes et ils se sont rendus compte que la productivité était complètement en baisse. Et donc, il a redéfini il a repris tout en humain pour voir effectivement là où ça pouvait pêcher, où c'était Mais c'est un gros travail au final, mais ça a été un gain. Donc, il n'y a pas de solution miracle, simplement, c'est d'être en lecture de la situation et de voir là où ça peut apporter une valeur. Merci. Virginie? Oui, merci de... J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Super bien, Virginie. Ok, merci de me donner la parole. Alors, effectivement, moi, je suis plutôt préoccupée par les sujets du secteur public, puisque c'est mon univers, et singulièrement celui des collectivités territoriales. Virginie, je t'entends, mais je vais juste prendre un chargeur. Hein. Ok. Sur lequel les mêmes questions de transformation que dans l'entreprise se posent. Hein, elles sont tout autant d'actualité. Et je suis donc à la recherche, effectivement, à la fois d'exemples un peu vertueux d'ores et déjà implémentés qui permettent d'associer fortement management, transformation et puis introduction de l'intelligence artificielle. C'est mon premier sujet. Et mon deuxième sujet, qui est peut-être plus complexe, c'est il n'y a pas de notion de valeur dans le service public, malheureusement. En tout cas, elle est insuffisamment définie, puisque pour la plupart des secteurs, l'évaluation, c'est la sanction électorale. Donc, on est d'accord que c'est absolument pas une dimension évaluative correcte. Donc, quel pourrait être le type de recommandation qui permettrait effectivement d'avoir une approche analyse de la valeur sur le sujet de l'intelligence artificielle? Alors, changer de boulot parce que je suis d'accord avec... Non, mais blague mise à part, je suis d'accord avec toi, Virginie. C'est super compliqué. Parce que déjà, cette transformation est compliquée pour tout le monde.
Mais quand tu n'as plus pas de genre de transform... où tu n'es pas obligé de te faire mal parce que tu n'as pas de concurrent, tu n'as pas une notion même d'économie, etc. Même si tu vois les choses, c'est compliqué effectivement de faire cette transformation. Donc moi, je veux revenir à ce côté pragmatique, c'est petits pas et engager effectivement l'humain. C'est-à-dire de dire à la fin de la journée, est-ce que chacun gagne un peu comme bénéfice? Donc là, c'est pour ça que pour moi, les triggers les plus intéressants, les KPI, c'est l'humain, tu vois, la satisfaction humaine, l'évolution humaine, etc. Mais si tu leur mets, si tu te dis, oh là là, on va faire plus de rentabilité, profitabilité, bah là, tu les as tous perdus. Donc c'est pour ça que je reviens toujours à mon approche. Je pourrais vous faire un playbook les uns les autres pour dire il faut faire comme ça, selon Stéphane Fada, mais ça serait une grave erreur parce que je peux vous expliquer les méthodologies, mais je ne peux pas vous expliquer ce qu'il faut faire réellement. Parce qu'à chaque fois, il faut se réadapter selon la culture de l'entreprise, selon les valeurs, selon les équipes aussi, selon la transformation des équipes, etc., etc. Et donc, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Il y a saupoudré au regard effectivement de ton organisation, de ton management, de tes équipes, pour dire, tiens, on va trouver une convergence autour de ça. Tout ça, je suis d'accord. De toute manière, c'est la pratique de transformation des organisations. C'est effectivement moins de grands plans et plus de petits pas quotidiens. Il n'y a pas de difficulté là-dessus, hein. Cependant, effectivement, n'ayant pas l'épée dans les reins de la performance, même si les finances publiques sont dans une situation absolument dramatique, il faut trouver d'autres choses, en fait, d'autres leviers. Et la seule réallocation de moyens au profit du service public, j'ai pas le sentiment qu'elle soit pleinement convaincante, en fait, quoi, hein. Ouais, je suis Alors, d'accord. je note les chiffres, effectivement, hein, de profit des personnes qui utilisent l'IA, comme étant voilà, des petits points de repère, mais ça manque un peu de points d'appui quand même pour convaincre, puisque pour le coup, c'est le ressort le plus important, la conviction, l'entraînement, l'exemplarité, effectivement. Mais il n'y en a pas tant que ça quand même, hein, des points d'appui, hein. Non, non, de toute façon, aujourd'hui, on est dans un nouveau monde, donc les points d'appui, ils sont compliqués, quel que soit le secteur, et quel que soit. Et sur des secteurs où on ne parle pas de profitabilité, où on ne parle pas de tout ça, c'est encore plus difficile. Donc, on est quand même dans un monde où on se construit jour après jour. Donc, oui, c'est compliqué, c'est très compliqué. Je suis désolé. C'est comme devenir CEO aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, je peux vous expliquer comment, je peux même vous conseiller, mais je ne saurais pas le faire. Ok, on prend la question d'Armel et ensuite je vous briefe du coup sur la façon dont ça va se dérouler cet après-midi et on pourra prendre une pause déjeuner. Armel? Ah, ok, bonjour. Moi, c'était pas une question, en fait, je voulais juste répondre à Virginie. Il y a une piste qui est l'expérimentation et la réputation, en fait, de l'administration. Mais on peut en discuter en dehors, parce que là, ça bouge tellement en termes de budget que même dans les départements ou les administrations qui sont dans le dur du professionnel bureaucratique, tout ce qu'on veut, là, ça tangue beaucoup. Donc, il y a une ouverture des chakras sur l'IA, le management et même la valeur des services, en fait. Voilà, je crois qu'on peut aller déjeuner. Mais c'est vrai que, juste pour conclure, cette transformation, le vécu d'hier, malheureusement, ne nous servent pas pour appliquer pour appliquer ce qui va se passer demain ou après-demain. C'est pour ça qu'il y a vraiment un besoin de réflexion permanente, de se dire, ce que j'essaye, peut-être ça va fonctionner, ou peut-être ça va pas fonctionner, et il va falloir se réadapter en permanence. Donc ça nécessite beaucoup d'agilité, beaucoup de travail personnel, genre au niveau même manager, au niveau coach. Mais la bonne nouvelle, c'est que les axes de croissance et les axes ce qu'on fait aujourd'hui a un impact direct. Malheureusement en bien ou en mal, mais ça a un impact direct. Donc ça donne effectivement, si on se fait mal et si on réfléchit fort ou différemment,
ben, l'impact est direct, chose qu'on n'avait pas avant. Donc c'est pour ça que c'est une opportunité pour moi et il faut le considérer ainsi.